Avant de commencer ce voyage, je veux vous avertir que certaines histoires doivent être racontées, même lorsqu'elles nous brisent le cœur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est le récit remarquable d'une survie contre des obstacles insurmontables, un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer l'obscurité et à trouver encore la lumière. Avant de continuer, si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Cela m'aide énormément et prenez un moment pour commenter d'où vous regardez cette histoire de vie. Je m'appelle Eleonore May Johnson, bien que tout le monde m'appelle Mademoiselle Ellie maintenant. J'ai 83 ans et pour la première fois de ma vie, je suis prête à partager l'histoire qui m'a façonnée. Quand les gens voient une douce vieille dame aux cheveux argentés et aux mains délicates, ils n'imaginent pas les batailles que j'ai menées, mais à dire vrai, chaque ride sur mon visage a gagné sa place. C'était en 1947, lorsque mon monde s'est brisé pour la première fois. J'avais seulement 7 ans, vivant dans une petite maison en bois à la périphérie de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais maman s'assurait que notre maison soit remplie d'amour. Elle avait une manière de transformer les choses les plus simples en magie. Un vieux sac de fleurs devenait une belle robe avec ses mains habiles et les restes de farine de maïs se transformaient en le pain le plus délicieux que vous ayez jamais goûté. Maman travaillait comme femme de ménage pour une riche famille blanche de l'autre côté de la ville. Chaque matin avant l'aube, elle repassait sa seule belle robe, épinglait soigneusement ses cheveux sous son foulard et embrassait mon front en guise d'au revoir. Sois sage pour ton papa, oiseau chanteur, murmurait-elle, son souffle chaud contre ma joue. Je serai rentrée avant que les étoiles ne sortent. Ce jour d'été particulier a commencé comme n'importe quel autre. Les cigales chantaient leur chant, incessant, et l'air était lourd d'humidité. Je jouais avec une poupée de chiffon que maman m'avait faite. Quand Madame Perrault de la maison d'à côté est venue en courant sur notre chemin de terre, son visage strié de larmes, je me souviens comment le temps semblait ralentir alors qu'elle s'agenouillait devant moi, ses mains tremblantes serrant mes épaules. « Ma petite » a-t-elle dite, sa voix se brisant. Il y a eu un accident à la maison Montgomery où ta maman travaille. Hein? Les détails sont venus plus tard dans des chuchotements non destinés aux oreilles d'une enfant. Maman était tombée dans le grand escalier en polissant la rampe. Du moins, c'est ce que la famille Montgomery prétendait. Des années plus tard, j'apprendrai d'une autre femme de ménage qui était là ce jour-là que Madame Montgomery l'avait poussée dans un accès d'orage à cause d'une tasse de thé cassée, un héritage familial inestimable, disait-il, comme si un objet pouvait valoir une vie humaine. L'enterrement a eu lieu 3 jours plus tard. Je portais la robe bleue du dimanche que maman avait terminé de coudre la semaine précédente. Elle était trop grande, elle l'avait faite pour que je grandisse dedans, un avenir dont elle ne ferait pas partie. L'église était bondée de gens de notre communauté, leurs visages solennels, alors que le pasteur parlait du ciel et des voix mystérieuses de Dieu. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait. J'étais trop concentrée sur le simple cercueil en bois à l'avant de l'église, essayant de comprendre comment ma maman
si pleine de vie et d'amour, pouvait être allongée immobile à l'intérieur. Papa se tenait à côté de moi, son visage un masque de pierre. Il n'a pas pleuré, ni à l'église, ni à l'enterrement, ni même lorsque nous sommes revenus dans notre maison vide cette nuit-là, après que nos voisins soient partis avec leurs plats couverts et leurs condoléances. Il s'est assis à la table de la cuisine et a sorti une bouteille de whisky que je n'avais jamais vue auparavant. Va au lit. Éléonore, a-t-il dit, sa voix plate et froide d'une manière que je ne reconnaissais pas. Pleurer ne la ramènera pas. Tu es la femme de la maison maintenant. J'avais 7 ans, soudainement chargée de combler l'énorme vide laissé par ma mère. À Étampes, je cuisinais des repas, bien que je devais me tenir sur une chaise pour atteindre la cuisinière. À 9 ans, je faisais la lessive, mes petites mains à vif d'avoir frotté les vêtements contre la planche à laver. L'école est devenue un luxe plutôt qu'un droit. J'y allais quand les tâches ménagères étaient terminées. Ce qui signifiait que je manquais plus de jours que je n'y assistais. Les voisins essayaient d'aider quand ils le pouvaient. Mademoiselle Joséphine m'invitait à aider avec sa pâtisserie, bien que je savais qu'elle s'assurait surtout que je reçoive au moins un repas décent ce jour-là. Monsieur et Madame Washington laissaient des légumes supplémentaires de leur jardin sur notre porche, et Mademoiselle Ellie, la femme gentille dont je me suis plus tard inspirée pour mon surnom, et me glissait des morceaux de tarte aux patates douces et des livres à lire à la lueur des bougies. Après que papa s'était évanoui à cause de l'alcool, ta maman serait si fière de ta force, ma petite, murmurait-elle, lissant mes cheveux indisciplinés avec des mains douces, mais elle voudrait aussi que tu continues à faire grandir ton esprit brillant. Et c'est mademoiselle Ellie qui a parlé de ma situation à ma maîtresse, Madame Johnson. Après cela, Madame Johnson a commencé à envoyer des devoirs à la maison avec les enfants Washington pour moi. Les dimanches rares, quand papa allait pêcher avec des hommes de la Syrie où il travaillait, je me glissais chez Madame Johnson pour des leçons improvisées. Tu as l'esprit vif de ta maman, m'a-t-elle dit une fois, après que j'avais résolu tous les problèmes d'arithmétique qu'elle m'avait donnés. Ne laisse personne éteindre cette lumière. Ces mots sont devenus ma force secrète, un talisman que je gardais près de moi pendant les nuits les plus sombres, quand la boisson rendait papa méchant. Il m'a jamais frappé ces premières années. La violence était dans ses mots, dans la manière dont il me comparait défavorablement à maman, dans la façon dont il se moquait de mes tentatives de tenir la maison. Tu ne sais même pas frire un œuf correctement, marmonnait-il, repoussant l'assiette que j'avais préparée. Ta maman pouvait faire un festin avec rien d'autre que des restes. Chaque critique coupait profondément, mais j'ai appris à cacher mes larmes jusqu'à ce que je sois seule. La nuit, je me glissais souvent dehors pour m'asseoir sur les marches de notre porche, regardant les étoiles et parlant à maman. Je lui racontais ma journée, les choses que j'apprenais dans les livres de Madame Johnson et comment j'essayais de garder sa mémoire vivante en fredonnant les spirituals qu'elle chantait en étendant le linge. Tout me manquait terriblement. Maman, murmurai-je au ciel nocturne. Mais j'essaie d'être forte, comme tu me l'as appris, ces nuits tranquilles, avec les grillons qui chantaient
et les sifflets de trains lointains brisant le silence. Je pouvais presque sentir sa présence m'envelopper comme une couverture chaude. Ces moments de paix me soutenaient pour une autre journée à grandir trop vite dans un monde qui semblait déterminé à me briser. La première fois que papa a levé la main sur moi, j'avais brûlé le pain de maïs, la seule nourriture qu'il nous restait dans la maison jusqu'au jour de paix. Sa paume a frappé ma joue avec une telle force que j'ai trébuché en arrière contre la cuisinière, la surface chaude brûlant à travers ma fine robe de coton et dans la peau de mon bas du dos. La douleur était immédiate et aveuglante, mais c'était le regard dans ses yeux qui m'a terrifiée le plus. Il n'y avait ni remords, ni choc de ce qu'il avait fait, seulement un vide froid qui me disait qu'une frontière avait été franchie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À partir de ce jour, la vie dans notre petite maison est devenue une danse dangereuse, essayant d'anticiper les humeurs de papa, de me rendre invisible quand la bouteille de whisky sortait et d'endurer les punitions qui venaient quand je ne pouvais pas disparaître assez vite. La plupart des nuits, j'attendais que ces ronflements remplissent la maison avant de soigner mes blessures, refroidissant les brûlures avec l'eau précieuse du puits, pressant des chiffons humides sur les bleus, mordant un chiffon plié pour étouffer mes cris, quand la douleur était trop forte pour être supportée en silence. Le matin, je couvrais les marques visibles avec des manches longues ou des cols hauts, quelle que soit la chaleur des Bouches-du-Rhône. Nos voisins soupçonnaient ce qui se passait derrière nos portes fermées. Je pouvais le voir dans leur regard apitoyé, dans la manière dont les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais, mais dans notre communauté, dans le sud des années 1950. Les affaires de famille restaient des affaires de famille. Les autorités n'interviendraient pas pour une enfant de couleur disciplinée par son père, pas quand elle fermait les yeux sur des injustices bien pires chaque jour. En 1953, alors que j'approchais de mon 13e anniversaire, le monde à l'extérieur de notre petite maison changeait. L'arrêt Brown contre le Conseil de l'éducation venait d'être décidé par la Cour suprême, bien qu'il faudrait des années avant qu'une véritable intégration se produise dans les Bouches-du-Rhône. J'écoutais les rapports à la radio sur la décision, sur la résistance à celle-ci, sur un jeune pasteur nommé King, qui commençait à parler de dignité et de justice d'une manière qui rendait les puissants mal à l'aise. Un soir, alors que j'écoutais l'un de ses rapports en préparant le dîner, papa est rentré plus tôt que prévu. Il a arraché le cordon de la radio du mur, son visage déformé par la rage. Tu remplis ta tête d'idées dangereuses. A-t-il grogné? C'est ce qui a tué ta maman, penser qu'elle était l'égale des Blancs. C'était la première fois qu'il suggérait que la mort de maman n'était pas un accident, et l'implication m'a frappé comme un coup physique. Cette nuit-là, allongée sur mon mince matelas, soignant de nouveau bleu, j'ai fait une promesse à moi-même. Je trouverai un moyen de sortir, pas seulement pour ma sécurité, mais pour honorer la mémoire de maman d'une manière que cacher et survivre ne pouvait pas. Je ne savais pas alors comment cette évasion viendrait ou qu'elle arriverait sous la forme d'un mouvement qui changerait non seulement ma vie, mais le cours de l'histoire lui-même.
Tout ce que je savais, c'est que quelque part, au-delà des limites de notre petite maison et des limitations d'être une jeune fille noire dans le sud de l'apartheid, il devait y avoir plus que cela. Il devait y avoir la possibilité de la liberté, pas seulement des points de papa, mais d'un système conçu pour garder les gens comme moi, petits et effrayés. En regardant en arrière maintenant, en tant que vieille femme qui a vécu pour voir des changements que j'aurais pas pu imaginer dans ces jours sombres, je reconnais que c'était le moment où une graine de résistance a pris racine dans mon cœur. Il faudrait des années pour que cette graine s'épanouisse pleinement, mais dans cet instant de clarté au milieu de ma douleur, quelque chose de fondamental a changé. Je ne survivais plus seulement jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Je commençais à envisager un monde différent qui valait la peine de se battre et je me battrais bien que les batailles à venir testeraient chaque once de force et de courage que je possédais alors que 1960 s'ouvrait. J'avais survécu 6 ans sous la règle de plus en plus tyrannique de mon père. À ce moment-là, Marseille était une ville sur le fil. Les premiers tremblements de ce qui deviendrait le mouvement des droits civiques se faisant déjà sentir, bien que peu prédisent les tremblements de terre à venir, pour une fille noire de 6 ans, vivant dans l'ombre de la violence, ces changements semblaient à la fois impossibles et terriblement proches. Le jour de mes 6 ans, papa n'a pas reconnu mon anniversaire. C'était pas une surprise. Il ne l'avait pas marqué depuis la mort de maman, mais ce matin-là en particulier, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a jeté un journal froissé sur notre table de cuisine usée alors que je servais son petit déjeuner. Offre d'emploi, a-t-il grogné, désignant l'annonce encerclée, poste de femme de ménage chez la famille Guillaume. Tu commences lundi. Aïe, mon cœur s'est serré en lisant les détails. La famille Guillaume vivait à Aix-en-Provence, le quartier blanc le plus riche de Marseille. Après 2 heures en bus, travailler là, bas signifiait la fin de tout espoir de retourner à l'école. Mais papa, ai-je commencé avec hésitation. Madame Johnson a dit que si je pouvais terminer cette année, je pourrais être qualifiée pour. Le revers de sa main a frappé ma bouche avant que je puisse finir. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche alors qu'il se penchait près. L'haleine lourde de whisky. Même à 7 heures du matin, tu penses que tu es meilleure que ta maman, trop bien pour nettoyer les maisons des Blancs. Sa voix était dangereusement basse. L'éducation ne te sauvera pas de ce que tu es. Mieux vaut que tu l'apprennes maintenant. J'ai commencé à travailler le lundi suivant. La maison Guillaume était une imposante demeure coloniale à 2 étages avec des colonnes blanches et des jardins parfaitement entretenus. Un monde loin de notre quartier, en décomposition. Madame Guillaume était une femme mince aux lèvres perpétuellement pincées, qui inspectait mon travail avec un doigt ganté de blanc, pointant la poussière que je ne pouvais même pas voir. Monsieur Guillaume était rarement à la maison, mais quand il l'était, j'ai appris à me faire discrète. Il y avait quelque chose dans la manière dont ses yeux me suivaient, qui me donnait la chair de poule. La famille avait 2 enfants, une fille à peu près de mon âge nommée Catherine, qui ne reconnaissait jamais mon existence, et un garçon nommé Jacques 12 Hands, et déjà pratiquant la cruauté désinvolte qu'il observait chez les adultes autour de lui. Il renversait délibérément des choses après que j'avais nettoyé
ou cachaient des objets et prétendaient que je les avais volés. Mes journées commençaient à 4h30 du matin pour rattraper le premier bus et se terminaient bien après la tombée de la nuit. Le salaire était misérable, dont la plupart étaient pris par papa pour le gîte et le couvert, mais le travail venait avec une bénédiction inattendue. Madame Guillaume insistait pour que je ramène chez moi le reste plutôt que de gaspiller de la bonne nourriture à la poubelle. Ces restes constituaient souvent les seuls repas décents que j'avais de toute la semaine. Un soir au début de 1960 je suis rentrée à la maison pour trouver papa assis avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant, Monsieur Clément, contremaître à l'usine sidérurgique et presque 30 ans mon aîné en entrant. Ils se sont tus, me regardant d'une manière qui m'a instinctivement fait reculer vers la porte. La voilà. Adit, papa. Ces mots légèrement pâteux. N'est-elle pas quelque chose ressemble à sa maman à cet âge? A hoché Monsieur Clément avec approbation, son regard parcourant mon corps d'une manière qui me donnait envie de disparaître dans les planches du plancher. Elle fera une bonne épouse, a-t-il convenu, comme si je n'étais pas juste là, dos solide pour le travail et la procréation. La réalisation de ce qui se passait m'a frappée comme un seau d'eau glacée. Papa essayait de me marier à un homme plus âgé que lui. Plus tard, j'apprendrai que Monsieur Clément avait offert de pardonner une dette de jeu substantielle en échange de ma main. J'étais échangée comme du bétail pour régler les comptes de mon père. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller, pensant à maman et me demandant ce qu'elle ferait. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé de m'enfuir, bien que les histoires de ce qui arrivait aux jeunes filles noires seules suffisaient à me glacer le sang. Où irais-je? Comment survivrais-je? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit comme des feuilles d'automne prises dans un tourbillon. Les dimanches suivantes, désespérée de recevoir un quelconque conseil, je me suis attardée après le service religieux pour parler au révérend Jacques. C'était un homme gentil qui avait présidé l'enterrement de maman et l'un des rares envers qui papa montrait encore un minimum de respect. Je lui ai confié ma situation dans des chuchotements précipités, consciente que plusieurs femmes de l'église regardaient avec des yeux curieux. Le visage du révérend Jacques s'est assombri en écoutant. Quand j'ai fini, il a posé une main douce sur mon épaule. Le Seigneur n'a pas l'intention qu'un enfant soit vendu en mariage, a-t-il dit fermement. Laisse cela entre mes mains. Éléonore, viens au presbytère demain après-midi. Le lendemain, je me suis éclipsée de la maison Guillaume pendant ma pause déjeuner, le cœur battant de peur d'être découverte. Madame Jacques m'a fait entrer dans leur maison modeste où j'ai trouvé le révérend Jacques assis avec un couple d'âge moyen que je reconnaissais vaguement de l'église. Les Anderson, Éléonore, a commencé le révérend Jacques. La fille des Anderson a déménagé à Lyon pour travailler. Ils ont une chambre libre et sont prêts à t'accueillir comme pensionnaire. Madame Anderson a besoin d'aide pour son entreprise de couture, ce qui te fournirait un emploi décent. L'espoir a jailli dans ma poitrine, lumineux et douloureux. Mais papa, ai-je commencé? Laisse ton père à moi. A-t-il interrompu doucement
Il y a des façons de gérer cela qui protègent tout le monde impliqué. Et ce qui a suivi fut une négociation délicate menée entièrement sans ma présence. On m'a seulement dit que le révérend Jacques avait convaincu mon père que mon mariage avec monsieur Clément apporterait la honte à notre famille aux yeux de la communauté de l'Église. À la place, il a proposé que je serais plus précieuse en tant que pensionnaire travaillante chez les Henderson, une partie de mes revenus allant toujours à mon père, face au choix entre l'ostracisme social et un flux de revenus continu. Papa a accepté à contre-cœur. 2 jours plus tard, j'ai déménagé mes maigres possessions, 3 robes, une paire de chaussures usées, la Bible de maman et une photo fanée d'elle dans la chambre d'amis des Henderson. L'espace était petit mais propre, avec un vrai lit, pas seulement un matelas sur le sol, et une fenêtre donnant sur le jardin de légumes soigneusement entretenu de Madame Henderson. Après des années à marcher sur des œufs, la paix de cette chambre semblait presque désorientante. Madame Henderson était stricte, mais juste. Sous sa tutelle, j'ai appris l'art raffiné de la couture, comment prendre des mesures précises, couper des patrons et créer des vêtements qui flattaient divers types de corps. Mes doigts, déjà agiles par des années de raccommodage nécessaires, se sont rapidement adaptés aux exigences précises de son entreprise. Bientôt, je ne faisais pas seulement assister, mais créer des robes de mon propre design qui sont devenues populaires parmi les jeunes femmes de notre communauté. Tosundon, ma petite, a remarqué Madame Henderson un soir, alors que nous finissions une robe de mariée pour la fille d'un diacre local. Ta maman a dû bien t'apprendre. J'ai ravalé la boule qui s'est formée dans ma gorge. Elle m'a appris les bases avant, mais surtout, je me souviens d'avoir regardé ses mains travailler la magie avec une aiguille et du fil. Pour la première fois en des années, j'ai commencé à ressentir quelque chose comme de la paix. Bien que j'envoyais encore de l'argent à papa chaque semaine, livré par monsieur Henderson pour éviter tout contact direct, j'étais effectivement libérée de ces tourments quotidiens. Les Henderson me traitaient avec une gentillesse respectueuse qui semblait étrangère après tant d'années d'abus. Ils insistaient pour que j'assiste régulièrement à l'église et m'encourageaient à rejoindre la chorale des jeunes où ma voix, inutilisée depuis si longtemps, sauf pour la communication nécessaire, a redécouvert les hymnes que maman m'avait appris. C'est dans cette chorale que j'ai rencontré Samuel David, un jeune homme grand aux yeux sérieux et à la dignité tranquille, qui le distinguait des autres garçons de notre âge. Son père était porteur sur le chemin de fer, une position prestigieuse qui permettait à leur famille un peu plus de confort que la plupart dans notre communauté. Samuel était l'un des rares jeunes hommes de notre âge qui n'avait pas déjà quitté pour le travail en usine dans le Nord, ayant obtenu un apprentissage auprès d'un menuisier local. Tu as une belle voix, m'a-t-il dit timidement après une répétition un soir, comme des anges qui murmurent. J'ai rougi au compliment, peu habitué aux mots gentils de quiconque, encore moins d'un jeune homme séduisant. Au cours des mois suivants,
une amitié prudente a fleuri entre nous. Samuel me raccompagnait à la maison après les répétitions de chorale, veillant à garder une distance respectable sous l'œil vigilant de Madame Henderson. Nous parlions de musique, de son travail, de rêves qui semblaient impossibles mais valaient la peine d'être poursuivis. Mon papa dit que des changements vont arriver, m'a confié Samuel un soir, alors que nous étions assis sur la balancelle du porche des Henderson. Il dit que ce monsieur King réveille les gens, les fait voir ce qui se passe juste sous leur nez depuis toujours. J'ai hoché la tête, pensant au rapport radio que j'avais entendu, aux conversations chuchotées entre adultes qui cessaient quand les enfants entraient dans la pièce. Penses-tu vraiment que les choses pourraient être différentes? Ai-je demandé, essayant de garder l'espoir désespéré hors de ma voix. L'expression de Samuel est devenue solennelle. Elles doivent l'être. Les hommes ne peuvent pas garder d'autres hommes ou femmes enchaînés pour toujours, sans que quelque chose se brise. À la fin de 1962, des rumeurs de manifestations organisées balayaient les communautés noires de Marseille. Monsieur King et le révérend Navette préparaient quelque chose de grand, chuchotaient les gens, quelque chose qui forcerait la nation à voir la brutale réalité de la ségrégation dans la ville la plus violemment divisée de France. Les Henderson étaient prudemment favorables au mouvement, mais inquiets du potentiel de violence. Monsieur Henderson avait vu de ses propres yeux la brutalité des forces de police de Bouc-Connor et craignait pour la sécurité de quiconque osait défier l'ordre établi. Parfois, se lever est le seul choix qui reste, a argumenté Samuel pendant le dîner du dimanche à la table des Sanderson, où il était devenu un invité régulier. Si nous continuons à attendre le bon moment, nos petits-enfants boiront encore à des fontaines réservées aux personnes de couleur. Madame Henderson a claqué sa langue avec désapprobation, bien que je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Y a se lever et puis y a se mettre sur le chemin d'hommes qui ne pensent rien à tourner des lances à incendie sur des êtres humains. Le Seigneur appelle à la sagesse à côté du courage. J'écoutais ces débats avec un intérêt croissant, la graine de résistance qui avait pris racine des années auparavant, poussant maintenant plus fort. Bien que je contribuais rarement à ces discussions, préférant observer et absorber, mon esprit était vivant de questions et de possibilités que je n'avais jamais permis à moi-même de considérer auparavant. Ma paix relative a été brisée en février 1963. Lorsque Monsieur Henderson est rentré le visage cendré après avoir livré mon paiement hebdomadaire à papa, ton père est malade, Éléonore, a-t-il dit doucement. Le médecin dit que c'est son foie. Il te demande. Un enchevêtrement d'émotions s'est noué dans mon estomac. Peur, colère résiduelle et un fil inattendu de pitié, malgré tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait échoué à être. Il était encore l'homme qui m'avait autrefois porté haut sur ses épaules et appelé son oiseau chanteur avant que la haine et le chagrin ne les consumaient. La maison semblait plus petite que dans mon souvenir. La peinture s'écaillant en longues bandes comme de la peau morte. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé immédiatement. Maladie et négligence, draps non lavés
et whisky éventé. Papa était allongé sur le même lit qu'il avait partagé avec maman. Son corps autrefois puissant, réduit à presque rien. Sa peau avait une teinte jaunâtre, essayeux. Quand il se fixait sur moi, montrait une clarté que je n'avais pas vue depuis des années. Éléonore, a-t-il croassé? Sa voix, un bruissement sec. Tu es venu? J'ai hoché la tête, restant maladroitement dans l'embrasure de la porte, incertaine de comment procéder. Une partie de moi voulait faire demi-tour et courir. Une autre partie se sentait enracinée sur place par l'obligation ou la curiosité. Je ne pouvais dire laquelle. Assieds-toi, a-t-il dit, faisant un faible geste vers le bord du lit. Quand j'ai hésité, quelque chose comme de la honte a traversé son visage. S'il te plaît, je ne te ferai pas mal. Ces jours sont finis. Tony, probablement. Je me suis perchée tout au bord du matelas, prête à bondir si nécessaire. De près, je pouvais voir comment la mort avait déjà commencé à le réclamer. Creusant ses joues et enfonçant ses yeux, je n'ai pas été juste depuis que ta maman est morte, a-t-il dit, après un long silence. Elle a emporté le meilleur de moi avec elle. Ce n'est pas une excuse pour ce que je t'ai fait. Il s'est arrêté. Chaque respiration visiblement douloureuse. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Dropped hard. Mais je le vois. Les larmes ont piqué mes yeux. Inattendu et indésirable. Cette confession sur son lit de mort ne pouvait effacer des années de douleur, ne pouvait guérir les cicatrices visibles et invisibles que je porterai pour toujours. Mais à cet instant, j'ai vu non pas le monstre de mes cauchemars, mais un homme brisé qui s'était perdu dans le chagrin. Je te pardonne. Ai-je entendu moi-même dire les mots émergents avant que je ne les ai consciemment formés? Pas pour toi, pour moi, pour que je n'ai pas porté tes péchés à côté de mes cicatrices. Il a hoché la tête une fois, une larme glissant sur sa joue creuse. Toute sa force, son cœur, les meilleures parties de nous deux, nous sommes restés en silence après cela. Le poids des années et des mots non dits planant entre nous, finalement, sa respiration est devenue plus laborieuse. Et j'ai appelé le médecin qui attendait dans la pièce d'à côté. Papa est mort 3 jours plus tard. Avec moi, lisant la Bible de maman à son chevet. L'enterrement était peu fréquenté. Un témoignage de la manière dont il s'était complètement isolé de la communauté, qui aurait pu l'aider à guérir. En quittant le cimetière, Samuel a pris ma main dans la sienne, une geste publique qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Tu es libre maintenant, a-t-il dit doucement. J'ai regardé en arrière vers la tombe fraîche à côté de celle plus ancienne de ma mère. Oui, ai-je convenu, sentant la vérité de cela s'installer dans mes os. Et il est temps que je comprenne ce que cela signifie. Kende. Je ne savais pas, alors que le chemin vers la véritable liberté me mènerait au cœur d'un mouvement qui était sur le point de secouer Marseille et la nation jusqu'à ses fondations. Le printemps 1963 approchait et avec lui, un baptême par le feu qui me transformerait d'une survivante en combattante
Avril 1963 est arrivé avec une électricité dans l'air qui semblait vibrer à travers les rues de Marseille. Les chuchotements s'étaient faits plus forts, euh, les réunions plus fréquentes, et même ceux qui avaient auparavant gardé leur distance, des fauteurs de troubles, commençaient à écouter avec intention. Lorsque les nouvelles des plans de Monsieur King se répandaient dans notre communauté, après l'enterrement de papa, j'avais déménagé définitivement chez les Henderson. Non plus comme pensionnaire, mais comme quelque chose de plus proche de la famille. Madame Henderson m'avait officiellement prise comme apprentie dans son entreprise de couture et mes créations avaient développé un modeste suivi parmi les jeunes femmes de notre église. Tu as un avenir dans cela, Éléonore, me disait-elle souvent, un moyen de te soutenir avec dignité, mais bien que j'appréciais ces encouragements, quelque chose s'est éveillé en moi qui ne pouvait être satisfait par l'aiguille et le fil seul. Le mouvement m'appelait, son attrait aussi irrésistible que une marée. Un soir début avril, Samuel est arrivé à la porte des Hendersons avec une urgence inhabituelle. Après le dîner, alors que nous étions assis sur la balancelle du porche, maintenant, avec la bénédiction de Madame Henderson, bien qu'elle nous surveillait toujours à travers la fenêtre, il s'est penché près. Il y a une réunion ce soir à l'église baptiste de la 16e rue, a-t-il chuchoté. Monsieur King lui-même parlera, il planifie des manifestations. Tigrans, viendras-tu avec moi? Madame Henderson n'approuverait jamais que j'assiste à une telle réunion, bien que sympathique à la cause, elle craignait la violence qui suivrait inévitablement. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre où sa silhouette était visible à travers les rideaux. Dis-lui que nous allons nous promener pour discuter des plans de mariage, a suggéré Samuel avec un sourire malicieux qui a fait battre mon cœur. Malgré le sérieux du moment, c'était pas entièrement un mensonge, bien que aucune proposition formelle n'ait été faite. Nous avions commencé à parler d'un avenir ensemble, une maison modeste, peut être des enfants un jour. Madame Henderson, désireuse de me voir établie respectablement, avait encouragé la cour, ignorant que l'implication de Samuel dans le mouvement allait bien, au-delà des discussions occasionnelles à la table du dîner. L'église était bondée au-delà de sa capacité lorsque nous sommes arrivés, l'air épais d'anticipation et des parfums mêlés de pommade, de parfums et de transpiration. Nous nous sommes serrés dans un coin près du fond, juste au moment où le révérend Navette se levait pour présenter Monsieur King. J'avais vu des photos dans les journaux, entendu sa voix dans les émissions de radio, mais rien ne m'avait préparé à la présence physique de l'homme lui-même. Il n'était ni grand ni imposant de stature, mais quand il parlait, sa voix semblait atteindre directement le noyau de mon être, résonnant avec des vérités que j'avais toujours connues, mais jamais entendues articuler avec une telle puissance. Nous sommes venus à Marseille parce que l'injustice est ici, a-t-il déclaré, ces mots roulant à travers l'église comme un tonnerre. Nous sommes ici pour rappeler à la France l'urgence féroce du maintenant, alors qu'il exposait la campagne prévue d'action directe non violente, boycott des commerces du centre-ville, sit-in dans les comptoirs de déjeuner ségrégés,
et Marches des Masses, qui entraînerait presque certainement des arrestations. J'ai ressenti un élan de terreur et d'exaltation. C'était un travail dangereux, potentiellement mortel. La réputation de brutalité de Bouconor était bien méritée. Ses officiers et son service de pompiers notoires pour leur enthousiasme à réprimer même les rassemblements noirs les plus pacifiques. Pourtant, assise dans cette église, entourée de gens qui avaient décidé que la dignité valait la peine de tout risquer, j'ai compris avec une clarté soudaine que c'était ce que maman aurait voulu pour moi, pas seulement la survie, mais le courage de se tenir pour quelque chose de plus grand que moi. Après le discours des volontaires ont été appelés à avancer pour recevoir une formation aux techniques de résistance non violente. Sans décision consciente, je me suis retrouvée à me lever de mon siège, la main de Samuel serrée dans la mienne. Éléonore, a-t-il chuchoté, la surprise évidente dans sa voix. Esto sur. J'ai hoché la tête, incapable d'articuler la certitude que je ressentais. C'était juste, c'était nécessaire, c'était peut être ce pourquoi j'avais été préservée à travers des années de difficultés. Les sessions de formation se tenaient dans les sous-sols des églises et des maisons privées. Au cours des jours suivants, nous apprenions comment protéger nos organes vitaux lorsqu'on était battu, comment maintenir la dignité en étant arrêté, comment répondre à la haine avec un amour déterminé plutôt qu'une colère de représailles. Nous jouions des scénarios prenant tour à tour le rôle des manifestants et des policiers, pratiquant comment devenir mou. Plutôt que de résister à l'arrestation, comment protéger nos têtes des matraques. Madame Henderson a découvert mon implication après le premier week-end de manifestation qui a commencé le 6 avril. Un voisin m'avait vu parmi les manifestants lors d'un sit-in dans un grand magasin et avait rapporté avec une désapprobation inquiète: « As-tu perdu la tête ?» Ma petite, a-t-elle exigé lorsque je suis rentrée à la maison. As-tu une idée de ce que ces policiers te feront? Surtout à nos filles. J'ai rencontré son regard avec assurance, trouvant un courage que je ne savais pas posséder. Oui, madame, je crois que je le sais, mais quelqu'un doit se lever, si ce n'est pas moi. Alors qui? Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors qu'elle m'a attirée dans une étreinte féroce, ta maman serait fière, a-t-elle chuchoté, et terrifiée. Tout comme moi, à partir de ce jour, la maison des Henderson est devenue un centre discret de soutien au mouvement. Madame Henderson cousait des brassards pour les manifestants et préparait des sandwichs pour ceux qui soutenaient les emprisonnés. Monsieur Henderson utilisait son camion de livraison pour transporter les manifestants verts et depuis les sites de manifestation, veillant à varier ses itinéraires pour éviter la surveillance policière. Le véritable test est venu le 2 mai, lorsque les marches des jeunes ont commencé. Monsieur King et ses conseillers avaient pris la décision controversée d'inclure les enfants et les adolescents dans les manifestations, sachant l'indignation nationale qui suivrait si des jeunes étaient arrêtés et emprisonnés. Bien que j'avais presque 19 ans à ce moment-là, j'ai rejoint le contingent des jeunes aux côtés de Samuel, qui avait été nommé chef de groupe en raison de son calme sous pression. Le matin s'est levé clair et chaud.
alors que des centaines d'entre nous se rassemblaient à l'église baptiste de la Cézérue, recevant des instructions de dernière minute et des encouragements des leaders du mouvement. Nous chantions des chansons de liberté qui élevaient nos esprits et renforçaient notre résolution. Je ne laisserai personne me détourner. Me détourner, me détourner. Je ne laisserai personne me détourner. Je vais continuer à marcher, continuer à parler, marcher vers la terre de la liberté, alors que nous nous préparions à sortir de l'église en groupe ordonné de 50, un jeune pasteur que je connaissais comme le révérend Abernathy s'est adressé à nous. Souvenez-vous, quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous vous battez pour votre dignité, pour votre avenir et pour les générations encore à naître. Marchez avec fierté, répondez à la haine avec amour et sachez que les yeux du monde vous regardent. J'étais assignée au 3e groupe, dirigé par une étudiante de l'université Howard nommée Diane Nash. Samuel dirigerait le 5e groupe, ce qui signifiait que nous serions séparés pendant la marche. Avant de rejoindre mon groupe, il m'a tiré sur le côté, son expression plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. S'il t'arrête, hâte-t-il doucement, ne résiste pas, donne-leur ton vrai nom. Les avocats te trouveront plus vite ainsi. S'ils te font mal, sa voix s'est brisée. Souviens-toi que tu n'es pas seul, nous sommes tous avec toi. Même lorsqu'il nous sépare, il a pressé quelque chose dans ma paume. Une petite croix d'argent sur une chaîne, celle de ma maman, a-t-il expliqué. Elle disait que ça la protégeait toujours. Je veux qu'elle te protège maintenant. Je l'ai glissée autour de mon cou, la glissant sous mon chemisier, où elle reposait fraîche contre ma peau, me hissant sur la pointe des pieds. Je l'ai embrassée rapidement, peu importait qui voyait à l'autre côté, et je chuchotais. Notre groupe est sorti de l'église chantant « Nous vaincrons », avançant avec des pas délibérés vers le parc Kelly Ingram. Nous avions à peine fait 2 pâtés de maison lorsque des fourgons de police se sont arrêtés en crissant devant nous. Buck Connor, lui-même, émergeant du véhicule de tête, mégaphone en main. Vous devez vous disperser immédiatement. Sa voix a crépité à travers l'amplificateur. Vous participez à une manifestation non autorisée en violation des ordonnances municipales. Diane Nash a avancé sa voix claire et inébranlable. Nous exerçons notre droit constitutionnel à l'Assemblée pacifique et à la protestation. Nous ne nous disperserons pas. Petite, ce qui a suivi reste gravé dans ma mémoire avec une clarté photographique. Des officiers ont fondu sur nous avec des matraques et des chiens policiers grognants. Ceux à l'avant se sont mis à genoux en prière. Suivant notre formation, je me suis retrouvée à faire de même, le cœur battant dans ma poitrine alors qu'un officier approchait, son visage déformé par le dégoût. « Dernière chance », a-t-il grogné, sa matraque tapant contre sa paume. Je l'ai regardé directement dans les yeux, me surprenant moi-même par le calme stable de ma voix. « Je reste ici, monsieur. » Le coup m'a atteinte aux épaules, la douleur explosant dans mon haut du dos. Je me suis courbée en avant, protégeant ma tête comme on nous l'avait appris, la croix de maman pressant contre mon sternum. D'autres officiers se sont déplacés à travers notre groupe,
tirant brutalement les manifestants sur leurs pieds, traînant ceux qui devenaient mous. Comme instruit, j'ai été hissé debout par 2 officiers qui ont tordu mes bras derrière mon dos avec une force inutile. Les menottes ont mordu mes poignets. Le métal froid et inflexible, alors qu'ils me poussaient vers un fourgon de transport, déjà bondé d'autres jeunes manifestants, j'ai aperçu des photographes de journaux capturant la scène. Pendant un moment, j'ai redressé ma colonne vertébrale, levé le menton et regardé directement dans l'objectif le plus proche. Voyez-moi, et je pensais férocement. Voyez ce qu'ils nous font pour avoir demandé à être traités comme des êtres humains. La prison de Marseille était surpeuplée au point de l'inhumanité, alors que des centaines de jeunes manifestants étaient traités et détenus, conçus pour accueillir au maximum 250 détenus. La prison contenait bientôt plus d'1 millier d'entre nous. La cellule où j'ai été placée avec 15 autres jeunes femmes avait été construite pour 4. Nous prenions tour à tour place sur le lit simple et le sol, développant un système de rotation pour le confort minimal qu'il offrait, malgré les conditions, ou peut être à cause d'elles. Un esprit remarquable s'est emparé des manifestants détenus. Nous chantions des chansons de liberté presque constamment. Leur rythme et harmonie, résonnant à travers les couloirs en béton, bloc cellulaire, répondant à bloc cellulaire, jusqu'à ce que toute la prison semble vibrer de notre voix collective. Les gardes criaient pour le silence, frappaient des matraques contre les barreaux des cellules, mais le chant ne se calmait que momentanément avant de reprendre. Souvent d'une autre section de la prison, le 3e jour de notre détention, un garde est apparu à notre cellule. Johnson, ont-il aboyé? Éléonore Johnson, visiteur, mes compagnes de cellule m'ont aidé à me lever, offrant des encouragements chuchotés alors que j'étais conduite dans le couloir vers une petite salle de visite, divisée par un écran grillagé. À ma surprise, ce n'était ni Lee Henderson ni Samuel qui m'attendaient, mais le révérend Jacques et un homme blanc en costume que je ne reconnaissais pas. Voici Monsieur Maréchal, a expliqué le révérend Jacques. Après s'être enquis de mon bien, il est avocat au Fonds de défense juridique de la NACP. Il travaille à votre libération. Monsieur Maréchal a hoché la tête, professionnellement. Mademoiselle Johnson, nous déposons des pétitions d'habeas corpus pour tous les manifestants mineurs. Nous croyons que la ville a violé de nombreuses protections constitutionnelles dans ses arrestations. J'ai 19 sciences. Monsieur, ai-je corrigé doucement, pas mineur. Il a échangé un regard avec le révérend Jacques. C'est précisément pourquoi nous sommes ici spécifiquement. Nous avons des raisons de croire que votre photo pourrait apparaître dans l'édition de Demain du Monde. Un journaliste vous a identifié par nom à son rédacteur. Votre histoire, une fille orpheline surmontant une enfance abusive pour se lever pour la justice, elle a un pouvoir narratif. J'ai cligné des yeux, essayant d'assimiler ce qu'il disait. Ma photo, dans un journal à Paris, potentiellement plus que cela, a ajouté doucement le révérend Jacques. Le journaliste demande une interview lorsque vous serez libéré. Le mouvement a besoin d'histoires qui touchent les cœurs. Éléonore, la vôtre pourrait en être une. Regardez, au cours des 2 jours suivants, alors que les négociations entre les leaders du mouvement et les officiels de la ville s'intensifiaient,
j'ai été interviewée, euh, non pas par mais par 3 reporters différents qui avaient, d'une manière ou d'une autre, obtenu l'accès à la prison. Je leur ai parlé de maman, de grandir sous la tyrannie de papa, de trouver ma voie et mon but dans le mouvement. J'ai parlé de dignité et de détermination, suivant soigneusement les points de discussion que les leaders du mouvement nous avaient inculqués pendant la formation. Le 10 mai, un accord a été atteint. La ville commencerait à déségréguer les installations publiques et libérerait les manifestants emprisonnés. Alors que nous émergions de la prison sous les acclamations des supporters, j'ai été surprise de trouver plusieurs photographes concentrant leurs appareils sur moi, spécifiquement. Un reporter d'un magazine national a poussé un micro vers mon visage. Mademoiselle Johnson, quel effet cela fait-il d'être devenu l'un des visages de la campagne de Marseille? A-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, Samuel est apparu à mes côtés, passant un bras protecteur autour de mes épaules. Malgré 6 jours en prison lui-même, il semblait remarquablement composé. Elle vient de passer 6 jours dans des conditions inhumaines pour le crime d'avoir demandé à être traité comme un être humain. A-t-il répondu fermement. Elle ne fera pas d'autres déclarations aujourd'hui. Il m'a guidée à travers la foule jusqu'à l'endroit où les Henderson attendaient avec leur camion. Madame Henderson, déjà s'affairant sur mon apparence, et Monsieur Henderson clignant des yeux sur ce qui semblait suspectement comme des larmes. Ce soir-là, alors que je trempais dans un bain approprié pour la première fois en presque une semaine, j'entendais le murmure des voix du salon des Henderson, où Samuel était en discussion profonde avec le révérend Jacques et plusieurs organisateurs du mouvement qui étaient venus à la maison spécifiquement pour me voir plus tard. Samuel m'a expliqué leur visite. Ils veulent que tu parles lors des rassemblements, a-t-il dit. Son expression, un mélange de fierté et d'inquiétude. Cette photo de toi regardant directement dans l'objectif pendant que tu étais arrêté, elle est partout. Les gens t'appellent la fille à la dignité. Ils pensent que ton histoire peut aider les gens à comprendre pourquoi nous nous battons. Soyez, dans les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvée dans un rôle totalement inattendu, porte-parole du mouvement. J'ai voyagé avec des activistes plus expérimentés dans des églises et des centres communautaires, à travers le Sud, racontant mon histoire et la reliant à la lutte plus large pour la dignité et la justice. Ma réserve naturelle a progressivement cédé la place à un don découvert pour parler en public, ma voix douce trouvant de la force dans le but. En août, lorsque nous sommes allés à Paris pour la marche, sur Paris pour l'emploi et la liberté, j'étais programmée pour donner un bref discours depuis le podium au mémorial de la liberté, pas parmi les têtes d'affiche comme Monsieur King, mais en tant que représentante du contingent des jeunes qui s'était avéré si crucial à Marseille, debout sur ces marches, regardant la mer de visage s'étendant jusqu'au monument de Paris, j'ai ressenti la présence de maman plus fortement que je ne l'avais fait depuis sa mort. Alors que je m'approchais du micro, Samuel a serré ma main une fois avant de la relâcher. Je m'appelle Eleanor Johnson. Ai-je commencé ma voix portant à travers la foule silencieuse il y a 3 mois. J'étais couturière à Marseille.
dans les Bouches-du-Rhône, essayant de me rendre assez petite pour éviter d'être marquée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un témoignage vivant, que personne d'entre nous n'est né pour être invisible. La réponse de la foule m'a submergée comme une vague, leurs applaudissements et acclamations me portant à travers le reste de mon court discours. Quand je suis revenue à ma place, Monsieur King lui-même s'est penché pour serrer ma main. Bien joué. Mademoiselle Johnson, a-t-il dit avec un sourire chaleureux, ta mère serait fière. Je l'ai regardé avec surprise. Vous ne connaissiez pas ma mère. Monsieur King, son sourire s'est approfondi. Non, mais je connais les filles et aucune mère ne pourrait s'empêcher d'être fière d'une fille qui se porte avec une telle dignité. Des heures plus tard, après que son discours «J'ai un rêve» avait ému la nation aux larmes et à l'espoir, Samuel et moi, nous tenions sur les marches du mémorial de la liberté. Alors que la foule se dispersait progressivement, le marbre était frais sous mes pieds fatigués alors que j'enlevais mes chaussures, regardant le bassin réfléchissant, maintenant jonché de brochures et de gobelets en papier, preuve de la multitude qui s'était rassemblée dans une solidarité pacifique. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé doucement. Samuel a pris ma main, ses doigts s'entrelçant avec les miens. Nous continuons à nous battre. La marche n'est pas la fin. C'est à peine le début. Je voulais dire pour nous, ai-je clarifié, me tournant pour lui faire face pleinement, quelque chose a changé dans son expression, la vulnérabilité remplaçant sa confiance habituelle. Ategnant sa poche, il a sorti une petite boîte en velours qui semblait incongrument chic dans sa main cailleuse de menuisier. J'allais attendre un moment approprié et il admis un bon restaurant peut être ou de retour à la maison, dans le jardin, au coucher du soleil, mais debout ici, avec la liberté et l'histoire comme témoin, il a ouvert la boîte, révélant une bague modeste, avec un seul petit diamant, Eleanor May Johnson. Veux-tu construire un avenir avec moi? Pas seulement un mariage, mais un partenariat dans ce travail auquel nous avons tous deux été appelés. Les larmes brouillaient ma vision alors que je hochais la tête. Les mots momentanément hors de ma portée alors qu'il glissait la bague à mon doigt. J'ai retrouvé ma voix à partir de ce jour. Ah, je promise. Quoi qu'il arrive, nous y faisons face debout. Nous nous sommes mariés 2 mois plus tard à l'église baptiste de la Cizé-Rue, une décision qui a pris une signification douloureuse lorsque, juste quelques semaines avant notre mariage, une bombe placée par des extrémistes a tué 4 petites filles pendant l'école du dimanche dans ce même sanctuaire. Nous avions envisagé de changer de lieu après la tragédie, mais le révérend Jacques nous a convaincus autrement. Ces enfants sont morts parce que des hommes haineux craignent ce qui se passe quand nous revendiquons notre place légitime dans cette société. A-t-il nous les honorons en continuant à revendiquer cette place dans la vie, dans l'amour, dans la joie, même au milieu du chagrin. Ainsi, les
16 novembre 1963. J'ai marché dans l'allée de l'église, partiellement reconstruite, passant devant le banc où j'avais entendu Monsieur King parler pour la première fois, pour joindre ma vie à celle de Samuel. Ma robe de mariée empruntée était simple mais élégante, faite avec amour par Madame Henderson, qui était devenue la mère dont mon cœur avait besoin après avoir perdu la mienne. Alors que nous échangions nos vœux, j'ai senti la présence de tous ceux qui m'avaient amené à cet instant. Maman, dont l'amour m'avait soutenu même après sa mort. Papa, dont la brisure m'avait appris le coup de céder à la haine. Les Anderson, qui m'avaient montré ce que pouvait être une famille et le mouvement qui m'avait aidé à trouver ma voie. Je vous déclare maintenant, mari et femme, a déclaré le révérend Jacques avec une joie évidente. Vous pouvez embrasser votre marié, alors que les lèvres de Samuel rencontraient les miennes, scellant notre engagement devant Dieu et la communauté. Je savais avec une certitude profonde que ce n'était qu'une étape dans un voyage qui continuerait pendant des décennies à venir. La lutte pour l'égalité totale était loin d'être terminée. Le chemin à venir encore semé de dangers et de revers. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais pleinement libre. Non seulement des points de papa ou des limitations de la société, mais libre de devenir la femme que j'étais toujours destinée à être. Et cette femme, j'avais découvert, était plus forte que quiconque, y compris moi-même, n'avais jamais imaginé. Les années suivant notre mariage ont été marquées par un changement considérable, à la fois dans notre nation et dans mon parcours personnel. Nous avons commencé notre vie de mariée dans un modeste appartement d'une chambre, non loin des Henderson. Avec Samuel, continuant son travail de menuiserie, tandis que je divisais mon temps entre l'entreprise de couture de Madame Henderson et des engagements oratoires de plus en plus fréquents pour le mouvement. L'assassinat de Monsieur King en avril 1968 nous a frappés comme un coup physique. Je venais de découvrir que j'étais enceinte de notre premier enfant. Lorsque la nouvelle nous a atteints, Samuel et moi, nous sommes tenus dans un silence stupéfait, nos larmes se mêlant alors que la radio diffusait les détails de son meurtre à Nice. Le lendemain, des émeutes ont éclaté à travers la nation, une manifestation physique du chagrin et de la rage collectif qui semblait secouer les fondations même de notre pays. Dans quel genre de monde allons-nous amener cet enfant? Et je chuchotais cette nuit-là. Ma main reposant, protectrice, sur mon ventre, encore plat, Samuel a posé sa main sur la mienne, sa voix stable, malgré le chagrin gravé sur son visage. Un monde brisé, est-il admis, mais un monde qui vaut la peine de se battre pour réparer. Tant y, 2 jours plus tard, malgré les avertissements sur la violence potentielle, nous avons rejoint des milliers de personnes en deuil dans une marche commémorative à travers Marseille. Je portais un brassard noir sur mes plus beaux vêtements du dimanche, tenant une pancarte manuscrite qui disait simplement « Son rêve vit en nous ». Les rues étaient étrangement calmes, nos pas et les sanglots étouffés, étant les seuls sons perturbants, le silence lourd, qui s'était abattu sur la ville. Notre fille est née ce septembre, Marianne Liberté David, nommée à la fois pour la grande contralto Marianne Anderson et la liberté que nous continuons à poursuivre.
Elle est arrivée avec une puissante paire de poumons et une détermination qui me rappelait immédiatement ma mère. Elle va être une combattante. Allez là, ça j'ai fait. Alors qu'elle plaçait ma fille hurlant dans mes bras, elle le tient honnêtement, a répondu Samuel, ses yeux brillants de larmes, alors qu'il caressait ses doigts minuscules et parfaits. La maternité m'a transformée d'une manière que je n'avais pas anticipé la protection farouche que je ressentais envers Marianne donnait une nouvelle urgence à notre travail. Chaque terrain de jeu ségrégué, chaque école sous-financée pour les personnes de couleur, chaque vestige persistant de l'apartheid devenait non seulement une injustice abstraite, mais une menace directe pour l'avenir de mon enfant. En même temps, les exigences physiques de s'occuper d'un nourrisson ont nécessairement changé mon implication dans le mouvement. Plutôt que de voyager pour des engagements oratoires, j'ai commencé à organiser des réunions chez nous, transformant notre modeste salon en un centre de planification pour les campagnes d'inscription des électeurs et les initiatives éducatives. Pendant que Samuel assistait à des marches et des manifestations, je me concentrais sur le travail tout aussi vital d'organisation communautaire, créer des réseaux de soutien pour les familles touchées par la pauvreté et la discrimination, établir une coopérative de vêtements qui a évolué à partir de l'entreprise de couture de Madame Henderson et développer des programmes d'alphabétisation pour adultes pour ceux qui avaient été privés d'éducation. Quand Marianne avait 18 mois, Madame Henderson a subi une AVC qui l'a laissée partiellement paralysée sans hésitation. Samuel et moi avons emménagé dans la maison des Henderson pour aider à ses soins Monsieur Henderson, lui-même vieillissant et luttant contre l'arthrite, a pleuré de gratitude lorsque nous sommes arrivés avec nos affaires. Le Seigneur travaille de manière mystérieuse, a-t-il dit. Nous serrant tous les deux dans ses bras, il vous a envoyé à nous quand vous aviez besoin d'une famille et maintenant vous retournez la bénédiction. Au cours des 2 années suivantes, notre foyer s'est installé dans un nouveau rythme. J'ai repris complètement l'entreprise de couture, l'élargissant pour inclure une petite boutique sur la rue principale de notre quartier. Samuel construisait des meubles sur mesure dans un atelier derrière la maison. Sa réputation pour un artisanat de qualité attirant des commandes d'une clientèle de plus en plus diversifiée, y compris plusieurs familles blanches qui n'auraient jamais envisagé de fréquenter une entreprise noire quelques années plus tôt. Marianne prospérait dans ce foyer multigénérationnel, trottinant entre grand-papa Henderson dans son fauteuil à bascule et grand-maman Henderson dans son lit de malade, apportant des sourires aux deux avec ses rires contagieux et sa personnalité émergente. Madame Henderson, bien que physiquement diminuée, est devenue la première enseignante de ma fille, aidant patiemment à former des lettres et des chiffres avec des mains affaiblies qui se souvenaient encore de décennies de couture précises. En 1970, notre famille s'est agrandie à nouveau avec la naissance de notre fils, Martin Samuel David, alors que sa sœur était entrée dans le monde avec un flair dramatique. Martin est arrivé calmement, son regard pensif semblant tout absorber autour de lui dès ses premiers jours. Il a une vieille âme, a déclaré Madame Henderson, le berçant avec son bon bras, tandis que Marianne se pressait près
examinant son nouveau frère avec une curiosité intense, cette même année a apporté un autre changement significatif. Lorsque j'ai été approchée pour un poste de liaison communautaire, pour un nouveau programme fédéral, visant à améliorer, l'accès aux soins de santé dans les zones mal desservies, ce rôle combinait mon expérience d'organisation avec ma passion croissante pour traiter les disparités sanitaires qui, affligeaient notre communauté. Ils offrent combien, heu, a demandé Samuel incrédule. Quand je lui ai montré la lettre de salaire, j'ai hoché la tête, encore quelque peu stupéfaite moi-même. Plus que ce que nous gagnons tous les 2 combinés maintenant, hein, c'était une opportunité, remarquable, mais qui nécessiterait des ajustements significatifs. Nous aurions besoin d'aide avec les enfants pendant les heures de travail et je m'inquiétais des soins de madame Anderson et de l'entreprise de couture que j'avais construite. Une fois de plus, notre communauté a fourni des solutions. Une jeune femme de l'église, récemment diplômée du lycée, était désireuse d'apprendre le métier de la couture et heureuse d'aider avec madame Henderson pendant la journée. Monsieur Henderson, dont l'arthrite s'était améliorée avec le traitement, a annoncé qu'il était prêt à s'impliquer davantage dans les soins de sa femme. Et plusieurs mères du quartier ont établi une coopérative de garde d'enfants informelle, prenant tour à tour la garde des enfants des autres, afin que toutes puissent poursuivre une éducation ou un emploi. Ainsi a commencé ma carrière professionnelle dans la défense de la santé communautaire, un travail qui me mènerait finalement à des positions d'influence significatives que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces jours sombres dans la maison de mon père. En 3 ans, je dirigeais un programme régional couvrant 5 départements, développant des initiatives qui traitaient non seulement des besoins médicaux, mais des déterminants sociaux de la santé qui maintenaient nos communautés vulnérables. En 1972, j'ai été invitée à témoigner devant un comité parlementaire examinant les disparités raciales dans l'accès aux soins de santé. Un moment de profonde signification, alors que je me tenais dans les salles du pouvoir, qui avaient pendant si longtemps exclu les gens qui me ressemblaient. Madame David, a commencé un député, son ton sceptique, vous avez suggéré que les problèmes de santé dans votre communauté sont le résultat de problèmes systémiques plutôt que de choix individuels. Pourriez-vous développer? Je l'ai regardé directement, pensant au maire avec qui j'avais travaillé, qui devait choisir entre médicaments et nourriture, aux enfants avec des maladies évitables, qui vivaient dans des logements infestés de rats et de moisissures, aux personnes âgées qui ne pouvaient accéder aux spécialistes car aucune ligne de bus ne desservait leur quartier. Avec tout le respect, monsieur le député, ai-je répondu, lorsqu'un système produit constamment les mêmes résultats négatifs pour un groupe spécifique de personnes à travers les générations, nous devons examiner le système. Plutôt que blâmer ses victimes, les mères avec qui je travaille n'aiment pas moins leurs enfants que les mères de votre circonscription. Elles font simplement face à des barrières que vos électeurs ne rencontrent jamais. Néanmoins, mon témoignage a entraîné un financement accru pour plusieurs programmes pilotes. Plus important encore, a ouvert des portes pour que d'autres de ma communauté soient entendus dans des espaces tout aussi influents. J'ai commencé à comprendre que mon parcours personnel
de l'abus à la défense, m'avait équipé d'une capacité unique à traduire entre les mondes, aider ceux au pouvoir à comprendre les réalités auxquelles sont confrontés les marginalisés et aider ma communauté à naviguer dans des systèmes conçus pour les exclure à mesure que mes responsabilités professionnelles s'élargissaient. L'entreprise de Samuel a également grandi au-delà de nos attentes. Son atelier est devenu une petite usine employant plusieurs jeunes hommes du quartier dont beaucoup avaient eu du mal à trouver du travail. Malgré les gains des droits civiques de la décennie précédente, il s'est spécialisé dans les meubles d'église sur mesure en tels, chers et fonds baptismaux qui ornaient des sanctuaires à travers le sud. Et au-delà, j'ai jamais pensé que mes mains créeraient quelque chose qui contiendrait la parole de Dieu. A-t-il réfléchi un jour, passant ses doigts sur la gravure complexe d'une chaire destinée à une église historique à Nice? Mon papa aurait été fier de voir cela. Dieu, nos enfants ont grandi dans cette atmosphère de but et de possibilités sans pleinement comprendre la signification des changements autour d'eux. Marianne a hérité de ma voix et de ma nature franche, menant son école primaire à intégrer son programme pour surdoués, autrefois ségrégé, par la pure force de sa volonté et son excellence académique indéniable. Morten, plus calme, mais tout aussi déterminé, montrait un talent artistique remarquable, passant des heures dans l'atelier de son père, apprenant à tirer la beauté du bois brut. En 1975, Madame Henderson est décédée paisiblement dans son sommeil, ayant vécu jusqu'à son 80e anniversaire, célébré par 4 générations de parents de sang et de famille choisis à son enterrement. J'ai prononcé un éloge qui honorait non seulement sa gentillesse individuelle envers une fille brisée dans le besoin, mais la tradition de soins communautaires qu'elle représentait, les réseaux de soutien officieux qui avaient soutenu les Français noirs à travers des siècles d'oppression. Madame Henderson m'a appris que la famille ne se définit pas seulement par le sang. Et je dis à l'église bondée, elle m'a montré que parfois, les gens que Dieu envoie pour nous guérir ne partagent ni notre nom ni notre histoire. Ils partagent simplement leur cœur quand nous en avons le plus besoin. Et après le service, une femme âgée que je ne reconnaissais pas m'a approché, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu ne te souviens probablement pas de moi ?» a-t-elle commencé avec hésitation. Je travaillais avec ta maman à la maison Montgomery. J'étais là le jour où mon souffle s'est coupé. Pendant toutes les années depuis la mort de maman, je n'avais jamais parlé avec quelqu'un qui avait été témoin de ces derniers instants. Je me souviens de toi. Et je dis doucement, le souvenir de son visage surgissant soudain du brouillard, du chagrin de l'enfance. Tu m'as apporté un mouchoir à l'enterrement. Il avait de petites violettes brodées dans le coin. Elle a hoché la tête, les larmes coulant maintenant librement. Ta maman parlait de toi tout le temps, son petit oiseau chanteur. Elle disait que tu allais voler plus haut que quiconque dans votre famille n'avait jamais fait. Elle a serré ma main entre ses doigts noueux. Elle avait raison, ma petite Seigneur. Elle avait raison. Cette nuit-là,
Après que les enfants étaient endormis, j'ai partagé cette rencontre avec Samuel, alors que nous étions assis sur la balancelle du porche, qui avait été témoin de tant de conversations cruciales dans notre vie ensemble. Penses-tu qu'elle sait? Ai-je demandé, regardant le ciel étoilé. Maman, je veux dire, penses-tu qu'elle peut voir ce qu'est devenue sa petite fille effrayée? Samuel a suivi mon regard vers le haut, son bras chaud autour de mes épaules. Je crois qu'elle le sait. Et je crois qu'elle a été avec toi à chaque étape, dans ton courage, dans ta compassion, dans la manière dont tu élèves nos enfants avec un amour si farouche. L'année suivante a apporté un autre tournant inattendu lorsque j'ai été approchée pour me présenter à un siège au conseil municipal. Les discussions initiales s'étaient concentrées sur Samuel comme candidat potentiel, mais il avait fermement redirigé l'attention vers moi. Ma femme est celle que vous voulez. Deux, a-t-il dit aux leaders communautaires rassemblés dans notre salon. Je construis des choses avec mes mains, elle construit des communautés avec son cœur et son esprit. La campagne est épuisante, marquée à la fois par un racisme ouvert et des formes de résistance plus subtiles, des appels téléphoniques anonymes menacés de violence contre notre famille, des tracts circulaient remettant en question ma moralité et ma capacité pour le poste. À une horrible occasion, Marianne, maintenant âgée de 8 ans, a été entourée par des enfants blancs à l'école qui répétaient les insultes de leurs parents. Pourtant, pour chaque acte de haine, il y avait de multiples expressions de soutien des bénévoles de toute la ville, y compris un contingent de plus en plus visible d'alliés blancs, tenaient des téléphones, distribuaient des tracts et organisaient des forums de quartier. Les propriétaires d'entreprises locales contribuaient à notre modeste fonds de campagne. Être le plus émouvant de tous des membres âgés de la communauté qui n'avaient jamais voté auparavant remplissaient des formulaires d'inscription, beaucoup signant avec des X, car ils avaient été privés de l'éducation nécessaire pour écrire leur nom la nuit de l'élection, entourés de la famille et des supporters, dans la salle de réunion de l'église baptiste de la 6e rue. J'ai regardé dans un silence stupéfait, alors que les résultats étaient annoncés. Eleanor Johnson David était devenue la première femme noire élue au conseil municipal de Marseille, gagnant avec une marge qui défiait même nos projections les plus optimistes. Discours scandait la foule, alors que je restais figée, la main stabilisatrice de Samuel dans le bas de mon dos. Je me suis approchée du micro lentement, mon esprit remontant à travers le voyage improbable qui m'avait amené à cet instant, d'une enfant terrifiée se cachant de la rage de son père à une femme à qui l'on confiait la tâche de façonner la politique pour la ville même, qui lui avait autrefois nié son humanité de base. Quand j'étais petite fille, ai-je commencé? Marseille m'a appris des leçons douloureuses sur qui comptait et qui ne comptait pas dans ce monde. Aujourd'hui, Marseille m'a appris autre chose, que le changement, bien que jamais facile, est rarement rapide, est toujours possible lorsque des gens de courage se tiennent ensemble. Regardant la mer de visages devant moi, noirs et blancs, jeunes et vieux, ceux qui avaient marché à mes côtés en 1963 et ceux pas encore nés lorsque ces marches ont eu lieu, j'ai ressenti le poids de la responsabilité et l'élan de la possibilité à parts égales. Je me tiens devant vous ce soir comme une preuve vivante.
que nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par notre guérison, non limitée par nos débuts, mais libérée par notre capacité à recommencer à être plus important encore, non isolé dans notre souffrance, mais connecté dans notre humanité partagée, alors que les applaudissements remplissaient la pièce. J'ai aperçu Marianne et Martin au premier rang, leur visage brillant de fierté et de quelque chose de plus profond, la croyance incontestée qu'ils pouvaient accomplir tout ce qui se fixait comme objectif pour eux. Une femme noire en position de leadership n'était pas révolutionnaire, mais s'attendant, leurs horizons ne seraient pas limités par les frontières qui avaient contraint les miens. À cet instant, j'ai compris le véritable arc de mon voyage, de victime à défenseuse à leader. Chaque étape, même les douloureuses, avait été nécessaire pour forger la femme que j'étais devenue. Une femme capable non seulement de survivre à l'adversité, mais de la transformer en but, une femme dont la voix, autrefois réduite au silence par la peur, résonnait maintenant avec autorité dans des salles où des décisions affectant des milliers étaient prises. L'enfant abusé que j'avais été n'aurait jamais pu imaginer la vie que je vivais maintenant. Pourtant, quelque part, au fond de moi, cette fille effrayée avait existé. Les graines de la force que je possédais maintenant, des graines nourries par l'amour, bref, mais puissant de ma mère, par les communautés qui m'avaient accueilli, par le mouvement qui m'avait montré le pouvoir de l'action collective et par mon propre refus obstiné d'être défini par mes blessures, alors que la célébration continuait autour de moi, je me suis glissée dehors pour un moment seul. L'air nocturne était frais contre ma peau, alors que je regardais les mêmes étoiles auxquelles je m'étais confiée étant une enfant solitaire, mais j'étais plus seule, plus réduite au silence, plus petite